So I switch back to English Et again. donc, je repasse à l'anglais et je pense que nous sommes sur le point de pouvoir démarrer cette conférence qui est en direct sur Facebook et sur Zoom. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à copier le lien et à le partager sur votre page personnelle pour inviter d'autres personnes. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur les Q&R ou sur Facebook. Nous essayerons de répondre à un maximum de questions au cours de cette conférence. Alors, bien entendu, ce soir, nous terminons une journée très spéciale avec des nouvelles également de la Commission européenne. Nous aurons peut-être la possibilité d'en parler avec le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche qui est avec nous ce soir. Et nous aurons également la possibilité de discuter des droits de la nature et ce que représentent les droits de la nature pour l'Union européenne. Alors, il s'agit de la dernière conférence d'une série de conférences lancées avec le groupe des Verts au sein du Parlement européen au début de cette année. Et je voudrais remercier justement les personnes qui nous ont appuyés au cours de cette série de conférences. Nous avons lancé ce cycle avec une intention, puisque la loi et le droit fixent les règles qui nous permettent de vivre ensemble, humains et tous les êtres vivants. Et cette législation doit évoluer pour faire face à l'urgence climatique et à la crise environnementale pour préserver la planète. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne doit vraiment se poser des questions au sujet de son héritage. On ne peut plus vivre dans une société qui pense que nous pouvons manipuler, exploiter, violer la nature pour l'économie. Les lois de l'économie prédominent sur les lois de la nature et nous devons vraiment déclencher une prise de conscience et nous devons mettre en avant cette interdépendance entre tous les êtres vivants. Nous faisons, nous aussi, partie de la nature. Je suis juriste et je sais que chaque révolution dispose d'une facette légale et cette révolution verte doit également disposer de cette facette juridique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité ouvrir ce cycle de conférences pour trouver des solutions juridiques également. Mais avant d'entrer dans les détails de cette conversation, je voudrais vous présenter les différents intervenants que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Nous allons accueillir Vandana Shiva, militante écologiste, écrivain, écoféministe et experte des droits de la nature. Nous accueillons également Richard Rogers, avocat international qui est spécialisé dans le droit international pénal, mais aussi un membre du panel qui travaille sur la définition de l'écocide. Nous accueillons également Massimilio Monti qui a rédigé une étude avec Silvia Bagni pour le Comité économique et social européen vers une reconnaissance des droits de la nature. Et nous sommes très heureux également de pouvoir accueillir le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevicius. Alors, avant de donner la parole au commissaire, je voudrais résumer aussi rapidement que je peux le contenu de nos 5 conférences précédentes, même si ce sera assez dense. Et pour vous donner également un aperçu de l'état de la situation, nous avons parlé du mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature, un mouvement qui prend de l'ampleur. Alors, bien entendu, nous y donnons chacun une interprétation, une définition différente. Et l'Union européenne doit absolument intervenir, surtout en pensant au sommet qui se prépare d'ici la fin de l'année. Nous avons également entendu des experts internationaux qui proposaient que l'on reconnaisse à la nature le droit d'exister, le droit à l'habitat et le droit également de contribuer au système de renouvellement de la planète. Au cours de ces conférences, nous avons précisé différents points. Tout d'abord, nous avons dit que le droit européen devrait être mis en œuvre si nous voulons améliorer la protection de l'environnement avec les juristes qui sont intervenus. Nous avons discuté le besoin de reconnaître juridiquement la valeur intrinsèque de la nature. Et ce sont également des suggestions qui seront importantes pour notre stratégie européenne pour la biodiversité. Ces experts ont souligné le fait qu'il est important de donner un statut juridique à la nature, mais ce n'est pas suffisant si nous ne renouvelons pas notre approche et notre rapport aux vivants et nous
devons présenter une nouvelle conception de la démocratie dans laquelle la nature pourrait avoir une voix. La deuxième leçon de ces conférences, c'est que nous devons voir ces droits de la nature comme complémentaires et comme étant une condition préalable à la protection des droits de l'homme. Nous en avons discuté, nous avons discuté de l'urgence de pouvoir reconnaître au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, le droit à un environnement sain. Nous avons également discuté avec un représentant de la Colombie où les droits de la nature sont reconnus et nous avons parlé de la façon dont nous pourrions renforcer nos actions pour protéger justement les droits de la nature. Nous avons également entendu un représentant de la communauté Sami de Finlande et nous avons insisté sur l'importance des communautés indigènes et autochtones dans la protection de la nature. Il est important de considérer la protection de la forêt comme une priorité. Nous avons également entendu un plaidoyer pour un accès à la justice renforcé et une amélioration des connaissances scientifiques sur la nature qui devrait être à la disposition de tous les défenseurs de l'environnement et de la nature. Et je pense que nous aurons la possibilité d'y revenir. Troisième leçon, les droits de la nature, eh bien, cela ne signifie pas uniquement donner ce statut spécial à la nature. Il faut également veiller à ce que la nature ait une voix dans nos systèmes démocratiques. Comment respecter les écosystèmes dans notre processus décisionnel. La nature ne s'exprime pas de la même façon que nous, comme nous parlons aujourd'hui, ce soir, et nous devons trouver des moyens pour résoudre ce dilemme. Et donc, nous avons discuté avec des philosophes, des artistes, des architectes, des citoyens. Nous avons regardé les expériences en dehors de l'Union européenne, mais aussi au sein de l'Union européenne. Nous avons discuté avec un fonds de protection de l'environnement aux États-Unis. On a entendu parler de l'affaire qui avait été lancée pour défendre le lac Erie aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a une législation qui a été adoptée, même si elle est déjà soumise à des attaques. Nous avons également discuté d'initiatives pour défendre les droits de différents fleuves. Nous avons également entendu une initiative française qui vise à protéger le fleuve avec le soutien des communautés. Nous avons également discuté avec une représentante de l'ambassade de la mer du Nord aux Pays-Bas, une initiative qui tente justement de faire entendre la voix de la mer du Nord. Et nous avons également entendu un représentant de l'Université de Westminster qui est expert en la matière et qui a décrit le système démocratique, qui a parlé également du problème des lobbies et du court-termisme politique qui est basé sur les élections. Et donc, il est vraiment très important de plutôt reconnaître les droits de la nature pour les générations futures. Et il faut reconnaître les conventions climat, les conventions citoyennes. Et nous avons également dit qu'il était important de lutter contre la criminalité environnementale. Et pour cela, il faut réviser la directive de 2008. Ce sera sur la table de la Commission européenne et nous devons considérer que la criminalité environnementale est une priorité. Au cours de notre dernière conférence, nous avons également discuté de cette criminalité environnementale avec la Commission européenne. Nous avons parlé des réseaux de trafic et nous avons tous lancé un appel à cette révision de la directive pour qu'elle puisse lutter plus efficacement contre ces crimes contre l'environnement. Mais au cours de nos discussions, nous avons dit qu'il était important que cette criminalité environnementale soit reconnue comme une priorité. Et nous savons que la reconnaissance des droits de la nature serait justement un premier pas vers cette lutte contre ces crimes contre l'environnement. Donc voilà, je vais maintenant conclure cette présentation rapide des conférences que nous avons organisées dans ce cycle. Et bien entendu, il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Nous devons voir comment nous pouvons garantir la protection de ces droits de la nature dans la
législation et dans les actions judiciaires. Et nous devons également déterminer quels sont les outils que nous devons créer pour faire entendre la voix de la nature dans notre système démocratique et dans notre processus décisionnel. Et avant de donner la parole au commissaire, je voudrais dire que nous avons déjà certaines pistes au sein du Parlement européen dans le rapport que nous avons adopté au mois d'octobre afin de mettre un terme à la déforestation qui est justement causée par l'Union européenne à travers le monde. C'est un élément essentiel. Nous devons absolument donner un statut juridique à ces écosystèmes. En janvier, nous avons également adopté un appel pour que l'Union européenne et ses États membres appuient la reconnaissance de l'écocide auprès des tribunaux internationaux. Nous allons également adopter prochainement, au mois de mai, un texte qui indique que nous devrions réfléchir à la possibilité d'intégrer l'écocide dans le droit communautaire. Nous devons également entendre l'opinion publique. Et il y a une étude de l'Ipsos qui a été publiée entre février et mars 2021. Cette enquête montre que justement les citoyens sont préoccupés par la protection des écosystèmes au sein de l'Union européenne et c'est quelque chose qui doit être amélioré. 71% des répondants ont affirmé qu'ils étaient inquiets de voir l'état de l'environnement qui les entoure et plus de 2 tiers, 64% d'entre eux étaient favorables à l'octroi de ces droits juridiques pour les écosystèmes. Donc cela correspond à un réel besoin et une réelle volonté pour avancer vers la reconnaissance des droits de la nature et pour modifier notre législation pour mieux protéger la nature. Alors, sans plus tarder, je voudrais donner la parole au commissaire Sinkevičius, commissaire européen à l'environnement. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, monsieur le commissaire. Je suis sûre que vous avez beaucoup de réflexions à nous faire partager et je voudrais donc immédiatement vous donner la parole. Merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir à tous, chers collègues du Parlement européen. Bonsoir à tous ceux qui suivent l'événement d'aujourd'hui en direct. Et je voudrais vous remercier chaleureusement, Marie, de m'avoir invitée. Je suis très heureux d'avoir pu me joindre à vous ce soir. Alors, je vois que l'événement d'aujourd'hui conclut votre cycle de conférences sur les droits de la nature et que dans vos événements précédents, vous avez déjà abordé certains des points que je voudrais soulever avec vous aujourd'hui, comme la déforestation, le trafic d'espèces sauvages et les politiques environnementales au sens large extrêmement importantes sur lesquelles je travaille en étroite collaboration avec mon collègue Didier Reinders et je serai heureux de vous informer aujourd'hui de certains des développements récents à cet égard. Et je devrais peut-être commencer par un rapide aperçu de la situation actuelle en matière de politique de la nature et de la biodiversité en général et de la déforestation en particulier. Puis, je me servirai de cela pour définir comment nous envisageons l'avenir de questions telles que les crimes contre l'environnement et l'écocide. Comme vous le savez, nous avons adopté une nouvelle stratégie pour la diversité l'année dernière. Elle est ambitieuse, très complète, elle comporte plus de 100 actions. Certaines ont des délais de mise en œuvre plus longs, quelques-unes sont déjà terminées, mais toutes sont en bonne voie. Au total, plus de 40 initiatives et actions sont attendues cette année, notamment la nouvelle stratégie forestière de l'Union européenne avec une feuille de route pour la plantation d'au moins 3 milliards d'arbres supplémentaires au sein de l'Union européenne d'ici 2030. La proposition visant à réduire au minimum le risque de déforestation et de dégradation des forêts associés aux produits mis sur le marché de l'Union européenne et une révision du plan d'action contre les trafics d'espèces sauvages. En ce qui concerne la déforestation, l'analyse d'impact est toujours en cours et nous avons l'intention d'adopter notre proposition législative avant l'été. Il y a quelques jours, le dernier rapport du WWF rappelait que la consommation de l'Union européenne est responsable de 16% de la déforestation tropicale et que nous sommes le deuxième importateur mondial de déforestation tropicale. La nécessité et l'urgence d'une action forte et immédiate sont plus claires que jamais. Notre idée est d'empêcher la mise sur le marché européen de produits et de marchandises associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, qu'ils proviennent de l'Union européenne ou de pays tiers, et d'encourager la consommation de marchandises produites de manière durable. De cette façon, nous favorisons des chaînes d'approvisionnement mondiales
transparente et exempte de déforestation. L'objectif est de promouvoir et d'accroître le commerce de produits issus de chaînes d'approvisionnement sans déforestation. Cela permettra de garantir des conditions de concurrence équitables aux producteurs qui s'efforcent déjà aujourd'hui de garantir la durabilité de leur chaîne d'approvisionnement. En ce qui concerne le trafic d'espèces sauvages, le commerce illégal de plantes et d'animaux sauvages reste malheureusement une menace importante pour la nature et le bien-être humain. Il contribue à l'appauvrissement ou, dans le pire des cas, même à l'extinction d'espèces entières et donc au déclin général de la biodiversité. Elle menace les moyens de subsistance des communautés locales. Quatrième marché noir le plus lucratif au monde, il sape l'état de droit. Enfin, on pense qu'il est l'une des causes de l'émergence de zoonoses et qu'il comporte donc d'énormes risques pour la santé publique. En un mot, c'est un devoir humain, économique et environnemental de démanteler le commerce illégal d'espèces sauvages et je suis déterminée à faire des progrès tangibles à cet égard. Nous lancerons bientôt une consultation publique à laquelle j'espère que vous serez nombreux à participer. Et d'ailleurs, nous avons la communication de la Commission sur un nouveau plan d'action révisé contre le trafic d'espèces sauvages. Elle est prévue pour la fin de cette année. Donc, ce ne sont là que deux exemples de ce qui fait de cette année une année très chargée et, je l'espère, fructueuse dans notre lutte contre la perte de biodiversité, qui, je l'espère, aboutira à un accord mondial véritablement ambitieux pour la nature lors de la COP 15 à Kunming vers la fin de l'année. Avec de nombreux autres dossiers liés à la nature et à la biodiversité qui arriveront bientôt sur votre table, comme la stratégie forestière que j'ai déjà mentionnée, mais aussi la stratégie pour les sols ou la proposition législative d'objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature, je compte sur le soutien ferme du Parlement européen à nos efforts pour inverser le déclin de la biodiversité et rendre la nature à nouveau saine. Seul un écosystème sain peut être notre allié pour l'avenir. Il peut filtrer notre air et notre eau, maintenir l'équilibre de notre climat, reconvertir les déchets en ressources ou polliniser et fertiliser les cultures. Nous dépendons de la nature, elle est essentielle à notre vie et c'est pourquoi nous devons de toute urgence réparer notre relation brisée avec elle. Mais permettez-moi maintenant de vous livrer quelques réflexions sur la manière la plus efficace de protéger la nature. Et ici, je dois dire d'emblée que je suis un pragmatique. Je suis tout à fait favorable à l'octroi de droits à la nature, si cela peut réellement améliorer la situation et si cela peut devenir une étape qui accélère le rythme du changement lorsqu'il s'agit d'arrêter la déforestation et la perte de biodiversité. J'hésiterais davantage si le débat devenait une cause de retard dans la résolution de ces problèmes, ou pire encore, une excuse pour ne pas agir. Je sais que la reconnaissance des droits de la nature fait l'objet de discussions dans plusieurs pays et différents forums et que son idée même fait son chemin. Et toutes les discussions qui l'entourent offrent certainement une perspective intéressante pour notre travail sur le terrain et sont très stimulantes, mais il s'agit également d'une discussion à plus long terme, avec une dimension philosophique. Et ma priorité immédiate est de prendre les mesures concrètes urgentes qui sont nécessaires pour faire face à la crise de la nature. Mais ces deux voies ne s'excluent certainement pas l'une l'autre. Pour moi, le droit, la législation est un outil. C'est un instrument pour préserver la nature. Ce dont nous avons besoin, plus que tout, ce sont des outils efficaces et une application efficace. Et des outils comme les directives oiseaux et habitats, en Europe du moins, ont constamment fait leurs preuves. En termes de priorité, il est très important de garantir l'accès à la justice. Les citoyens et les ONG doivent avoir le droit d'intenter des actions en justice, notamment pour protéger la nature qui ne peut se protéger elle-même. En pratique, cela signifie la mise en œuvre et le respect intégral de la Convention d'Aarhus. C'est le meilleur moyen de garantir les droits des personnes à
obtenir des informations, à participer au processus décisionnel et à intenter des actions en justice. Les ONG environnementales jouent également un rôle crucial de sensibilisation à cet égard. Tout cela est essentiel pour une protection efficace de la nature. L'automne dernier, la Commission a fait une proposition visant à renforcer les droits des ONG à contester les décisions des institutions de l'Union européenne. Et elle a également signalé son engagement ferme à améliorer l'accès à la justice dans les États membres. La commission ENVI adoptera son rapport demain et nous espérons pouvoir bientôt entamer des négociations en trilogue sur cet important dossier avec le Conseil. Mais permettez-moi d'être clair, quelles que soient les règles en place, tout se résume en fin de compte à la mise en œuvre. En tant que gardienne des traités, la Commission européenne a pris des mesures juridiques pour veiller à ce que les obligations environnementales et les droits associés soient respectés et mis en œuvre sur le terrain. Et elle continuera à le faire. C'est, et cela restera, une priorité essentielle, absolue de cette commission et une de mes priorités personnelles pour ce mandat. La commission s'est également employée à aider les États membres à lutter contre les crimes contre l'environnement, notamment par le biais de la directive de 2008 sur la criminalité environnementale. Ce n'est pas un secret que notre expérience de cette directive dans sa forme actuelle a montré que très peu de crimes environnementaux sont effectivement poursuivis et punis. Lorsque la Commission a évalué la directive actuelle en 2019, nous avons constaté en effet qu'elle n'atteignait pas ses objectifs et nous avons décidé de lancer sa révision qui est actuellement en cours. La consultation publique est ouverte jusqu'au mois de mai. Nous travaillons sur l'analyse d'impact et la proposition est attendue pour la fin de cette année. Mon équipe et moi-même suivons de très près ce dossier pour lequel, comme vous le savez, mon collègue Didier Reinders et ses services sont en tête et à la manœuvre. La révision de la directive sur les crimes environnementaux est probablement l'occasion de répondre au sein de l'Union européenne à certaines des préoccupations que nous voyons reflétées dans les différentes campagnes sur l'écocide. En particulier, il est important que la gravité des infractions environnementales soit reflétée en termes de sanctions. Mais reconnaître des crimes sur papier ne fait pas nécessairement avancer la protection de l'environnement dans la pratique. Il reste encore de nombreux défis en ce qui concerne les crimes contre l'environnement. Une fois détectés, il faut identifier les responsables et pouvoir les poursuivre en justice. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec les inspecteurs nationaux de l'environnement, les officiers de police, les procureurs et les juges. Grâce à leur expérience pratique, nous avons pu préparer des documents de bonne pratique et d'orientation sur la lutte contre les crimes à l'encontre de l'environnement. Avant de conclure, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions connexes sur la dimension internationale. Beaucoup pensent que l'écocide serait le moyen le plus efficace de s'attaquer à la destruction internationale de la nature. Mais il existe également d'autres moyens. Et pour vous donner un exemple, c'est ce que nous faisons actuellement avec notre travail visant à renforcer les conditions s'appliquant aux chaînes d'approvisionnement mondiales de produits et de marchandises comme le bois. Le règlement existant sur le bois vise à rendre les importateurs plus responsables du contrôle de l'exploitation illégale des forêts par le biais de la diligence raisonnable. Nous étudions également un nouvel instrument visant à élargir cette approche et à la compléter par un système d'évaluation comparative des pays. De cette manière, nous pourrions différencier les niveaux de risque dans les pays spécifiques en établissant des groupes de pays considérés comme à haut ou à faible risque. Et j'en parle parce que lorsque vous renforcez les contrôles de la chaîne d'approvisionnement, vous vous attaquez également à certaines des causes de l'écocide. Et nous pourrions probablement utiliser plus largement cette approche fondée sur le commerce, car elle peut être plus rapidement gagnante que le développement d'une nouvelle catégorie de crimes. Comme je l'ai dit au début, je suis un pragmatique et je reste convaincu que ce qui compte en fin de compte, c'est la mise en œuvre et donc l'impact réel de nos mesures et outils. Mais je suis certainement ouverte à de nouvelles réflexions et discussions sur cette question importante et je vous remercie, Marie et tous les collègues et experts impliqués. Merci d'avoir mis la question des droits de la nature sur la table pour ce débat essentiel. J'en reste là pour le moment. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et je me réjouis de la participation à cette discussion.
Je crois que vous savez que j'ai le soutien de tout le groupe des Verts pour l'initiative de la Commission ENVI vis-à-vis des problèmes et soucis liés au changement climatique. Et donc, nous soutenons votre action. Et comme le commissaire nous quittera très bientôt, on va lui poser des questions. La première est de la part de Richard Rogers. Donc, peut-être Richard, tu peux intervenir, donc prendre la parole. Richard est un avocat international, un juriste international engagé avec le tribunal pénal international et donc il s'occupe de écocide. Et après, je donnerai la parole directement à Sylvia Bani, qui est la co-autrice d'une étude sur l'écocide. Et donc, je vous donne quelques minutes chacun pour poser la question au commissaire. Et donc, bien sûr, monsieur le commissaire, vous pouvez aussi répondre. Et donc, je vous donne la parole. Donc, Richard, à toi la parole. Merci beaucoup, Marie, pour avoir organisé cet événement. Et merci, monsieur le commissaire. Donc, nous parlons des mouvements pour transformer l'écocide en crime. Nous avons 5 minutes à notre disposition. Bien sûr, l'écocide veut criminaliser et pénaliser la destruction injustifiée de l'écosystème. Comme vous avez dit, nous avons plusieurs instruments qui disciplinent un peu l'environnement, mais très peu vraiment sont liés à des sanctions. Et ce système donc réglementaire n'a pas été efficace et très souvent n'a pas protégé les espèces. Donc, la majorité des dommages apportés à l'environnement ne sont pas considérés comme des crimes. Donc, même si les conséquences sont incroyables et massives. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a ce mouvement qui se développe, en particulier au niveau institutionnel. Et donc, il y a plusieurs débats, discussions en cours en Belgique et dans d'autres pays, mais un développement efficace serait de vraiment introduire l'écocide comme crime dans le statut du tribunal pénal international. Et effectivement, il y a eu des demandes au sein du tribunal pénal international dans la dernière assemblée afin de reconnaître, demander la reconnaissance de l'écocide en tant que crime. Et donc, plusieurs États ont soutenu cette demande ainsi que la commission parlementaire du Parlement européen, de l'Union européenne. Et il faut aussi une définition qui soit acceptée de l'écocide. Et une commission de 12 juristes internationaux a été créée, des juristes internationaux donc, qui s'engagent dans la définition d'écocide. Donc, ils veulent concevoir cette définition d'écocide. Mais pourquoi la loi est-elle si importante vis-à-vis de cette crise environnementale? Mais ça, c'est important pour les générations futures parce que nous voulons utiliser les instruments les plus puissants pour lutter contre cette crise. Et l'instrument le plus puissant que nous avons, c'est la langue, c'est le langage. Comme nous savons que les mots des personnages, des personnes comme Churchill ou Mandela peuvent vraiment changer le monde, avoir un grand impact. Et donc, l'écocide, c'est une idée qui veut protéger notre planète. Donc, c'est quelque chose qui veut aussi vraiment attirer les gens et avoir le soutien des gens, ainsi que les politiciens veulent un peu les pousser à l'action. Donc, il faut une définition, mais il faut une définition aussi qui soit soutenue au niveau juridique, qui soit soutenue par la loi. Il y a plusieurs thèses différentes au sein du tribunal pénal international ainsi que d'autres institutions, mais je crois que nous ne devons pas vraiment, nous devons nous focaliser
parce qu'il vraiment il s'agit de créer vraiment un mouvement qui change les attitudes et les comportements de la société, au-delà de condamner les coupables et de les voir derrière les barreaux. Et donc, le statut de crime international peut vraiment pousser ce mouvement, créer une stigmatisation et vraiment pousser à l'action. Comme le crime contre l'humanité, le génocide, donc élever l'écocide au même statut. Donc, nous savons des chercheurs que la prochaine décennie est cruciale, sera vraiment la décennie qui changera la donne et qui vraiment fera la différence pour notre futur. C'est pour cette raison que c'est important d'initier, de lancer ce mouvement maintenant et donc d'agir. Et bien sûr, parmi les actions importantes, c'est de créer une nouvelle loi. Donc, ma question pour vous, Monsieur le Commissaire, c'est est-ce que vous pensez que la Commission européenne est prête vraiment à guider ce processus et donc à lancer une nouvelle loi avec les États membres de l'Union européenne ou au niveau international aussi? Merci beaucoup. Richard, je passe la parole à Sylvia maintenant. Merci beaucoup. D'abord, je représente aussi, je suis le porte-parole d'une équipe guidée par le professeur Michele Cartucci à l'Université de Salento en Italie. Il y a Maïtaït, d'autres collègues qui s'occupent de ONG, des droits humains et d'autres collègues aussi. Dans notre étude, nous attend la conclusion que qu'il y a des soucis au niveau de l'application. Donc, l'application est très importante et donc, et ça, c'est une opinion partagée aussi par les politiciens au niveau européen. Mais le souci est aussi lié au comment concevoir cette loi et cette législation. Donc, il faut une approche incluant tout le monde, les politiciens comme les autres. Et donc, nous devons passer à un cadre juridique vraiment qui change notre système dans un système basé sur les droits de la nature. Donc, un système où l'économie est subordonnée aux besoins des gens et aux besoins économiques et aux principes économiques. Donc, il faut vraiment reconnaître qu'il y a une interconnexion, il y a un lien avec les droits de la nature parce que c'est vraiment une condition préalable cruciale pour l'équilibre du système nature. Donc, ça se traduit dans un mandat écologique basé sur 5 piliers de la non-régression. Donc, le choix à faveur de la nature, dans tout cas, et le renversement de la charge de la preuve parmi d'autres. Donc, les 3 premiers piliers sont tout à fait cohérents avec le système actuel au sein de l'Union européenne, alors que les 2 derniers ont besoin et demandent des changements au niveau de l'Union et au niveau national. Et donc, nous aurions besoin donc de l'application d'une charte des droits de la nature et de son application. Et un changement, un amendement des directives et une application aussi de ce droit de la nature de la part des tribunaux et l'inclusion aussi la participation de l'ombudsman à ce processus. La charte des droits de la nature, bien sûr, sera intégrée avec la charte des droits humains et donc elle inclura aussi le développement durable, aussi pour les générations futures. Il y a 2 façons différentes d'intégrer cette charte des droits de la nature dans le cadre juridique existant, donc en adoptant un acte interinstitutionnel qui n'est pas législatif et qui serait plus long et qui demanderait bien sûr un consensus politique. La deuxième option demandera donc une procédure de décision plus courte au sein des institutions européennes, mais elle pourrait être forte. Elle pourrait avoir un grand impact au niveau institutionnel, même si la charte n'est pas contraignante. Et donc,
Il y a des différences entre un modèle basé sur le droit de la nature et le cadre juridique que nous avons maintenant. Et ça, il faut le souligner. Donc, il faut vraiment aller analyser, il faut analyser le rôle des différents parties intéressées. Et il faut aussi évaluer quelles sont les conséquences au niveau juridique et au niveau européen d'une telle action. Tout cela aussi poussera toutes les institutions à vraiment s'adapter à ces changements et ça créera vraiment une base juridique qui tient en compte les droits de la nature. Et enfin, il introduira une nouvelle hiérarchie des droits en changeant aussi le concept des droits. Il n'y aura plus une opposition, mais il y aura une intégration des droits. Et je voudrais vous demander, monsieur le commissaire, est-ce que vous pensez que le moment est arrivé d'introduire une approche systémique qui inclut tous les secteurs législatifs de l'Union européenne? Parce que l'environnement n'est pas un secteur détaché des autres. Chaque secteur de la vie humaine est lié à la nature. Donc, nous avons besoin d'une approche vraiment qui prend en compte tous les domaines. Merci, merci beaucoup. Cela sont les questions pour le commissaire. Donc, si vous voulez prendre la parole avant de nous quitter. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions, Richard et Sylvia. Je commencerai avec la première question concernant l'écocide. Il y a vraiment un grand intérêt de la part de l'Union européenne concernant cette possibilité d'intégrer l'écocide dans la révision du crime de l'environnement. Nous devons donc vraiment analyser tout cela attentivement au niveau politique et juridique parce qu'il s'agit des questions très, très complexes. Il y a beaucoup de questions encore ouvertes et j'en parlerai avec mes collègues sans doute. Monsieur Reinders et Paul Beckham aussi, et aussi des collègues qui participent à l'événement d'aujourd'hui. Notamment, nous devons vraiment réfléchir sur comment tenir en compte des crimes majeurs vis-à-vis de l'environnement. Et cette révision peut vraiment être une opportunité vraiment de souligner vraiment les éléments majeurs qui peuvent intégrer dans la définition d'écocide. Néanmoins, la dimension internationale et le rôle du tribunal pénal international est encore plus pertinente et importante parce que nous devons penser aussi que le concept d'écocide demande en tout cas encore du travail, il doit être encore développé et surtout, il a besoin d'une définition qui soit acceptée par tous et toutes. Et donc, il faut agir aussi rapidement. Et Sylvia, à ce qui concerne les droits de la nature, ici, je dois répéter et souligner encore une fois ce que j'ai déjà présenté, ce que j'ai dit pendant ma présentation. Je suis un pragmatiste et donc, sans doute, une telle action améliorerait la situation en général et ça apporterait des changements, surtout dans notre tentative de bloquer la déforestation. Donc, je suis tout à fait favorable aux droits de la nature, mais cela ne doit pas constituer par contre un obstacle et donc ralentir le processus. Ce serait vraiment un grand échec parce que nous devons vraiment agir et adresser ces problèmes maintenant. C'est sans doute une discussion fructueuse et importante, la reconnaissance des droits de la nature.
c'est une discussion importante qui ajoute une perspective très, très importante et très, très intéressante. Mais comme j'ai déjà dit, il s'agit d'une discussion à long terme, alors que nous avons besoin des actions rapides à court terme. Et donc, nous devons avancer dans les deux chemins en même temps. Et donc, je crois qu'une idée intéressante, ce serait ce que tu as dit à la fin de ton intervention, c'est-à-dire adopter une approche soi-disant horizontale. Trop souvent, on ne parle pas d'environnement, on ne tient pas compte de l'environnement, de tous les éléments rattachés liés à l'environnement. Mais une bonne idée serait vraiment avoir une conférence incluant vraiment plusieurs acteurs où on peut adresser ces sujets. Tous les parties intéressées pourraient y participer et donc avoir à la fin un résultat vrai et intéressant et efficace. Merci, merci beaucoup. C'était terminé, je ne voulais pas te couper. Oui, j'ai pris quelques minutes supplémentaires, mais il s'agissait de questions importantes. Je voulais prendre le temps de répondre. Je vous remercie. J'étais ravie de vous rejoindre aujourd'hui et je vous souhaite tout le succès dans cette discussion très intéressante. Et certains de mes collaborateurs suivront la conférence. Et merci beaucoup de votre présence. La discussion est vraiment très importante. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui et d'avoir eu vos réponses aux questions qui ont été posées. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir votre équipe pour le reste de la conférence. Maintenant, nous donnons la parole encore une fois à Sylvia afin qu'elle puisse nous présenter son étude. Et donc, je veux aussi donner la bienvenue à Vandana Shiva qui est avec nous. Elle a des journées très chargées, elle est très, très occupée dans les derniers jours. Donc, nous sommes vraiment très contents de pouvoir l'avoir ici avec nous. Elle est une activiste pour l'environnement, mais pour les droits des femmes aussi, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle s'engage pour les droits de la nature, pour les droits des femmes et donc pour les droits de la planète. Donc, nous sommes vraiment ravis de t'avoir et je te donne la parole maintenant. Je ne te vois pas sur mon écran, mais je suis là. Oui, je suis là. Vandana, à toi la parole. Merci, Marie. C'est vraiment une très belle occasion pour fêter la journée de la Terre. Et donc, j'ai suivi les réponses du commissaire et je veux effectivement reprendre deux phrases qu'il a prononcées. Il a dit « Je suis un pragmatique, je suis une personne très pragmatique. » Et s'il est vraiment comme ça, il doit vraiment se rendre compte que si on détruit la nature, on détruit aussi les économies, les êtres humains. Donc, je suis un activiste et dans tous les domaines que j'ai touchés, la protection de la nature et les droits de la nature, la défense des droits de la nature, c'est l'élément vraiment qui protège, qui sauvegarde la vraie économie. Et les systèmes d'extraction, soi-disant, a été créé par cette économie. Mais dans tous les cas, la solution pragmatique a été vraiment que c'était mieux de préserver le système actuel. J'ai commencé mon activité dans les années 70. Donc, on commençait en allant dans les forêts, on embrassait les arbres. Et nous avons aussi marché pour la pénurie d'eau, etc. Et dans les années 80, après, on a eu des événements climatiques
très forte. Et donc, les politiciens se sont rendus compte, ont vraiment compris que nous avions raison. Et parce qu'il y a eu après des désastres dans les années 90 à cause de l'économie d'extraction et de l'économie basée sur les carburants, sur les fossiles. Et donc, ça a provoqué des désastres. Et pendant l'année 82, aussi, nous avons mis en place des actions, mais là aussi, on avait la preuve que cette économie d'extraction avait des conséquences désastreuses, même si il y avait très peu de gens qui profitaient de ce système. Mais même déjà en 83, on s'était rendu compte, les tribunaux s'étaient rendu compte qu'il fallait stopper ce genre d'économie. Et après, nous avons introduit le droit à la vie, le droit à la vie qui a été intégré dans la Constitution. Et bien sûr, le droit à la vie se base aussi sur les droits de la nature. Après, j'ai passé les dernières 36 années dans cette lutte et j'ai fait des études. Donc, et on sait que ce système économique ne peut pas continuer comme ça. La destruction de l'eau, la production d'émissions de gaz à effet de serre, la pandémie, les forêts. Vous voyez toutes les catastrophes, mais on commence à penser comment protéger les forêts. Parce que la forêt, c'est un écosystème qui a des fonctions écologiques qui incluent aussi les droits de la nature, des êtres humains. Donc, si on ne reconnaît pas les droits de la nature, on ne connaît même pas les droits humains. Et vous voyez les coûts aussi de cette négligence, de négliger tout ça et tous ces droits. Vu qu'on parle d'une approche pragmatique, il y a aussi des conséquences au niveau économique si on ne reconnaît pas les droits de la nature. Les agriculteurs travaillent avec nous et nous voyons qu'ils font face de plus en plus à des soucis, à des problèmes. Il y a même certains qui se sont suicidés en Inde à cause des problèmes auxquels ils font face. Et après, il y a un élément qui devient très commun. Octroyer des droits à la nature. On ne donne pas des droits à la nature, mais on reconnaît les droits que la nature a. Et une façon de stopper, de mettre fin aux crimes contre la nature, c'est reconnaître l'écocide. Tout ce que nous demandons, c'est vraiment aller au-delà des distorsions, des crimes, des infractions qui ont été perpétrés dans les dernières années. Parce que l'approche jusqu'à aujourd'hui était vraiment de supériorité, de devoir gérer la nature, de devoir la manipuler. On s'est basé sur la concurrence. Et tout cela, c'est la pensée d'un groupe restreint d'hommes britanniques surtout. Et tout ça nous a amené à cette crise. Et dans la reconnaissance des droits de la nature, il faut intégrer aussi tout cela. La plupart de l'humanité se compose de tribus, de gens indigènes, donc qui ne pensent pas de façon industrielle, structurelle, etc., qui ne basent pas leur vie sur la soi-disant économie d'extraction. Au contraire, ils font face à la destruction. Et donc, quand on voit les coûts de cette économie, on se rend compte, on s'aperçoit vraiment qu'il ne s'agit pas d'une économie, mais qu'il s'agit d'une destruction. Ce que je vois, c'est que le défi auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est le défi de l'humanité entière. Par exemple, dans la période de l'apartheid, on a eu cette lutte comme en Inde avec Gandhi, on a eu ce genre de lutte, il y a eu des mouvements basés sur la race et la discrimination.
basée sur la race. Et l'apartheid, qu'est-ce que ça veut dire, apartheid? Apartheid veut dire séparation du point de vue linguistique. Donc, ce qui s'est passé en Afrique pour les populations noires et blanches, c'est ce qui se passe peut être traduit aujourd'hui vraiment au niveau de l'humanité. C'est ce que l'humanité doit affronter maintenant. Donc, il faut vraiment réfléchir au fait que tout cela crée des systèmes où il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas le droit à l'eau, par exemple, en absence d'une reconnaissance des droits de la nature. Il y a beaucoup d'Indiens qui meurent, par exemple, parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau. C'est vraiment une pente descendante pour l'humanité parce que nous sommes en train de détruire les ressources pour l'humanité et qui sont à la base de l'équilibre et de la santé. Nous sommes en train de détruire notre immunité, notre santé, nous créons des infections. Ça, c'est important, c'est ça qu'il faut comprendre. La crise de la pandémie, de la destruction, vraiment l'oppression des femmes, tout cela sont des éléments du même processus. Et la solution de tout cela vient de la même cause, la reconnaissance des droits de la terre nourricière. Et donc, la reconnaissance des droits de toute l'humanité, de tous les membres de l'humanité, de tous les êtres humains. Mais si on a une définition d'écocide qui ne reconnaît pas les droits de la nature, ça devient un concept vide. Mais l'énergie que nous utilisons, la nourriture que nous mangeons, fait tout partie de le même système. Donc, le moment est venu pour l'économie d'être intégrée dans l'écologie, parce que sinon, les coûts seront trop élevés. Nous, vraiment, la terre n'est pas vide, c'est une terre vraie. C'est une terre qui nous donne la vie. Donc, il faut changer vraiment la façon de penser à l'économie, la façon vraiment de pratiquer l'économie, la façon dont nous pensons à la terre et aux droits des gens. C'est un mouvement vraiment très, très intéressant. Nous pourrons aussi permettre à tout le système vraiment de s'effondrer et de reconcevoir une nouvelle société qui reconnaît les droits de la nature et les droits de la terre. Et donc, nous sommes capables de faire cela. Merci. Merci beaucoup, Vandana. Effectivement, nous sommes arrivés à la croisée des chemins et normalement, nous devrions pouvoir changer notre raisonnement, notre façon d'agir, mais nous devons continuer à nous battre. Nous allons continuer ce combat et je sais que vous allez continuer ce combat également. Donc, un grand, grand merci à vous. Merci. Alors, nous avons organisé ce cycle de conférences avec la participation de membres du Parlement européen, d'autres groupes politiques, et je pense qu'il est important de les entendre également avant que nous n'ouvrions le débat avec le public. Et je vois que Petros Kokalis est déjà présent. Donc, Petros, pourrais-tu peut-être nous faire partager vos réflexions suite à nos discussions aujourd'hui, mais aussi suite aux discussions que nous avons eues précédemment? Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup de m'avoir invitée et merci d'avoir organisé cette discussion extraordinaire avec le commissaire et avec Dr. Vandana Shiva. J'ai été frappée par l'utilisation de ce terme pragmatisme également. Et Vandana a parlé de l'économie, de l'écologie. Et effectivement, en grec, pragma, ça veut dire la chose, un objet. Et pourtant, la terre nourricière n'est pas un objet. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit quand on
parle de pragmatisme, de donner des droits à la nature. Je pense que c'est important, mais je pense que l'heure n'est plus au pragmatisme, en tout cas pas uniquement. Il est temps vraiment de mettre un terme à cette séparation entre l'humain et la nature. L'économie et l'écologie viennent du mot grec éco qui veut dire home, donc la maison. Et la maison, le foyer, c'est quelque chose qui doit être vivant. Et je pense qu'effectivement, il est important de travailler au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement européen pour saisir l'opportunité que présente ce mouvement. Et je pense que nous devons veiller à mettre en œuvre une législation qui reconnaîtra le droit des êtres vivants et de la planète. Donc, un grand merci de m'avoir permis de participer à cette discussion. Merci. Merci, Petros. Alors, si vous êtes d'accord, avant de prendre les questions du public vers les différents intervenants, je voudrais peut-être approfondir l'étude qui a été réalisée sur la Charte européenne sur les droits de la nature. Et je voudrais donc me tourner vers Massimiliano Montini. Sylvia a parlé des échecs au niveau de la mise en œuvre de la législation environnementale européenne et vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus et nous dire comment les droits de la nature pourraient nous aider à résoudre ce problème. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi également d'être parmi vous ce soir et d'avoir cette occasion de dire quelques mots au sujet de notre étude. Nous avons beaucoup travaillé sur la question de l'échec du droit européen en matière environnementale parce que nous pensons que la législation européenne est un bon système, mais les données nous montrent qu'il y a une détérioration de la qualité de l'environnement en Europe, mais aussi partout dans le monde. La principale priorité de notre étude et d'autres études demandées par la Commission européenne et le Parlement européen, cela a été justement de se mettre l'accent sur la mauvaise mise en œuvre de cette législation. Visiblement, tous les problèmes qui existent en Europe viennent d'une mauvaise application de la législation. Et nous voyons que parfois, effectivement, il y a un problème au niveau de la mise en œuvre. Mais nous voulons également indiquer clairement que parfois les échecs de la législation découlent de la conception même de la législation. Donc, par exemple, en ce qui concerne la protection de l'environnement au niveau européen, on doit se demander si nous sommes vraiment sûrs que les problèmes de la protection de l'environnement sont uniquement liés à cette faible application du droit environnemental européen. Pouvons-nous confirmer que les directives oiseaux et habitats qui sont probablement les deux seuls instruments européens dans ce domaine, eh bien, peut-on garantir que ce sont vraiment les bons instruments pour protéger l'environnement? Je pense que nous devons mettre en œuvre d'autres éléments. Et je suis d'accord avec Vandana Shiva. Nous devons reconnaître les droits de la nature et non pas donner des droits à la nature. Nous devons seulement reconnaître cette valeur intrinsèque et inhérente à la nature. Et la reconnaissance des droits de la nature pourrait justement entraîner des changements très positifs au sein de l'Union européenne et dans le monde. C'est ce que nous avons essayé de montrer dans notre rapport. Parfois, par exemple, nous pourrions reconnaître la valeur intrinsèque de la nature et on ne retrouvera pas ça ailleurs au sein de l'Union européenne. Nous pourrions également améliorer le statut juridique à la nature au-delà de la législation. C'est vrai que très souvent, elle est mise en œuvre par les ONG et nous voyons que c'est un problème essentiellement au sein de l'Union européenne. Troisième élément, nous devons reconnaître les droits de la nature et ce faisant, nous pourrions atteindre une meilleure protection de l'intégrité écologique ou des écosystèmes et ceci devrait être le paradigme pour justement interpréter le droit européen et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, nous ne disons pas que toute législation environnementale européenne devrait être remplacée ou écartée. Ce que nous avons mis en lumière dans notre rapport, c'est que nous devons mettre de côté l'approche anthropocentrique. Nous devons oublier cette dominance humaine sur la nature. C'est cela qui a caractérisé la législation européenne jusqu'à présent. Et donc, nous devrions essayer d'atteindre une transformation écologique de la législation et nous devrions
devrions remplacer l'approche traditionnelle anthropocentrique par une nouvelle approche qui nous permet d'avoir une vision unique pour reconnaître les droits de la nature sur un pied d'égalité avec les droits humains. C'est la raison pour laquelle notre étude envisage également de proposer une charte des droits fondamentaux pour la nature qui pourrait être adoptée à l'échelon européen parallèlement et en collaboration, en coordination avec la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc voilà, en résumé, notre vision et je pense qu'il était important de le préciser. Je voudrais vous remercier à nouveau de m'avoir donné cette occasion de prononcer quelques mots ce soir. Non, c'est moi qui vous remercie. Et je pense qu'en ce qui concerne la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la nature, nous avons engrangé des résultats et nous allons de l'avant. Alors, bien entendu, il y a peut-être encore des personnes qui doutent et c'est vrai que l'on peut encore faire des progrès, mais je pense que nous pouvons avancer sur ce point. Je voudrais vous remercier et me tourner peut-être vers Mumta Ito, qui a également travaillé sur cette étude. Pourriez-vous peut-être nous en dire davantage? Cela nous permettra d'entrer vraiment dans les propositions concrètes pour identifier les mesures concrètes que nous pouvons entreprendre. Oui, bien entendu, merci. Merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir donné cette possibilité de prendre la parole. Alors, pour pouvoir vous expliquer tout cela de façon synthétique, je voudrais savoir s'il serait possible de partager mon écran. Je ne sais pas si j'en ai la possibilité. Je vais tenter de le faire dès à présent. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui, nous voyons votre écran. Parfait. Merci. Alors, le modèle que vous voyez à droite est le cadre intégré que nous avons élaboré. Et pour vous aider à comprendre les différents éléments, je voudrais vous inviter à regarder le modèle à gauche. C'est le modèle actuel de développement durable. Et vous voyez les 3 cercles que nous connaissons bien. Et c'est sur la base de ces 3 cercles que l'on a notre législation aujourd'hui. Vous avez les personnes, la nature et l'économie. Mais à droite, vous voyez ou pardon, à gauche, vous voyez que la nature n'a pas de droit, contrairement aux droits humains et aux droits des sociétés. Et vous voyez qu'il y a une indépendance et le seul cercle qui n'est pas lié aux autres, finalement, c'est le cercle de la nature qui n'est pas vraiment lié à l'économie. Et pourtant, nous ne pouvons pas fonctionner sans la nature et l'économie ne peut pas fonctionner sans la nature. Et si nous passons à l'autre modèle, le modèle des droits de la nature, vous voyez qu'il y a des cercles concentriques. Et je pense que c'est de cette façon que nous pouvons définir une hiérarchie des droits. Nous avons l'économie qui est un sous-système de la société humaine. C'est un système qui ensuite dépend du système de la nature et bien entendu, ensuite, vous avez le système du cosmos. Mais pour parler des droits, je dirais que nous aurons les droits de la nature, dont découlent les droits humains et dont découlent les droits des sociétés. Et donc, c'est une construction de droits tout à fait différente de celle que l'on retrouve dans le modèle actuel. Et on passe vraiment à une perspective relationnelle lorsque l'on analyse ces droits. Et c'est vrai que nous voyons également que les droits humains ne peuvent pas être défendus face aux entreprises qui fonctionnent dans le cadre du droit privé. Et nous retrouvons donc ici un scénario pragmatique. Et la destruction que nous voyons aujourd'hui est causée par les corporations, les entreprises et pas directement par les gouvernements. Et donc, dans notre modèle fondé sur les droits de la nature, nous voyons que les droits de la nature et les droits des humains peuvent vraiment recouvrir la sphère privée et la sphère publique. Et donc, il serait possible de les défendre. Et donc, nous avons souhaité développer plus avant ce modèle. C'est ce que vous voyez tout à droite de l'écran. C'est le modèle pour les droits de la nature au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau international. Nous avons les indicateurs des objectifs de développement durable et nous avons les limites de
la planète, mais ces éléments ne sont pas repris dans les systèmes permettant vraiment de défendre ces idées. Et c'est vrai que nous n'avons pas de cadre fondé sur les droits. Nous n'avons pas de cadre de travail fondé sur les droits. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler à partir de ces 3 cercles concentriques et nous avons voulu élaborer un modèle en 3 dimensions. Nous avons ajouté à la base de la structure les limites de la planète. C'est la base pour définir les droits de la nature. Ensuite, vous avez les objectifs de développement durable. Ensuite, les êtres humains avec les différents ODD liés aux droits humains. Vous avez l'économie avec les droits des sociétés. Et donc, vous voyez la répartition de tous ces droits dans un système intégré, un cadre fondé sur un système intégré. Et donc, il n'est plus possible d'avoir un droit humain qui va à l'encontre d'un droit de la nature ou un droit de la société, des sociétés qui iraient à l'encontre des droits humains parce que tout serait étroitement lié. Il y aurait vraiment une interconnexion entre tous ces droits. Bien, merci beaucoup, Mumta. Et je vous propose peut-être de laisser cette diapo à l'écran parce que c'est assez intéressant. En tout cas, sachez que ces présentations et cette conférence sera également disponible sur Facebook et je pense que ce visuel est vraiment très intéressant et c'est ce que l'on voit également dans les commentaires sur le chat. Et donc, je pense qu'il est important de garder cette image à l'esprit. En tout cas, félicitations et merci beaucoup de cette proposition. Alors, on a parlé également d'une charte pour les droits fondamentaux de la nature et je pense que c'est un point qui devra faire l'objet de discussions au sein du Parlement européen. Nous n'en sommes encore qu'au début de cette approche, mais nous devons continuer à développer et à discuter de cette question aux côtés de l'écocide. Alors, je vous propose maintenant de donner la parole aux participants parce que nous avons reçu plusieurs questions. Alors, petite excuse de Pascal Durand, membre du Parlement, qui n'a malheureusement pas pu se connecter. Il a été déconnecté, il ne parvient pas à revenir. Mais il voulait dire, en tout cas, qu'il était d'accord avec la plupart des interventions. Effectivement, on doit avoir une économie de la nature et c'est sur cette voie que nous devons nous engager. Donc, effectivement, nous avons vraiment des alliés au sein du Parlement européen, comme vous le voyez. Alors, il y a une autre question qui a été soulevée et posée au commissaire. Malheureusement, le commissaire n'est plus là en ce qui concerne l'accès à la justice et les questions environnementales au sein de l'Union européenne via le règlement Aarhus. Et nous avons reçu des alertes de la Convention Aarhus puisque l'Union européenne ne respecte pas les droits minimums en ce qui concerne l'accès à la justice. Nous en avons parlé aussi au cours de la conférence précédente et la Commission a formulé une proposition il y a quelques mois pour modifier ce règlement et améliorer l'accès à la justice. À l'heure actuelle, nous en discutons au sein du Parlement européen et ce matin, nous en avons encore reparlé. Nous en reparlerons demain au sein de la Commission environnement avant de passer en plénière pour ce règlement. Et nous allons veiller à ce que l'on puisse donner également cette perspective aux individus, aux personnes individuelles. Et donc, nous avons un processus en cours et ce que nous espérons, eh bien, c'est que les familles, à savoir les familles, par exemple, qui avaient présenté l'action citoyenne pour le climat, eh bien, puissent également avoir accès à la justice pour faire entendre leurs droits. Ils vont peut-être perdre, mais il faut garantir l'accès à la justice et la possibilité de protéger la nature et leurs droits environnementaux. Et donc, je pense que cette procédure ira au bout pour la Convention russe pour que les membres du public et les citoyens aient également accès à la justice. Alors, Vandana, j'ai des questions également pour vous. Il y a 2 questions qui ont été posées. Alors, tout d'abord, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais j'ai l'impression que c'est une question qui concerne la forêt amazonienne et l'opposition qui existe entre l'agriculture, les questions énergétiques et la protection de la forêt.
Alors, je suis sûre que vous aurez beaucoup de choses à nous dire à ce sujet, question qui a été soulevée, même si elle n'était peut-être pas extrêmement précise. Deuxième question, en ce qui concerne la justice et la jurisprudence en Inde qui reconnaît les droits de la nature, pourriez-vous nous éclairer à ce sujet? Que s'est-il passé? Je pense que ceci pourrait également être une source d'inspiration pour nous. Oui, bien entendu. Et avant de répondre à ces questions, je voudrais vous montrer ceci. C'est un manuel que j'avais produit pour une université. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, ce n'est pas très facile, hein. Mais vous voyez ce schéma. Et on ne doit pas parler d'être humain, de nature et d'économie. La nature a également l'économie. Les gens ont également leur économie et les femmes représentent également la plus grande économie. Regardez l'énergie, le travail fourni et les services fournis. Ensuite, vous avez l'économie et je pense que l'on ne doit pas parler en fait d'économie comme si cela n'appartenait qu'au capital. La nature a également sa propre économie et le monde, oikos, cela représente l'écologie et l'économie. Et tant que l'économie appartient à la nature et à la société des êtres humains, alors cela peut fonctionner. Et alors, nous avons également soulevé une autre question importante en ce qui concerne la valeur intrinsèque de la nature. Et justement, j'ai travaillé sur les semences et il faut reconnaître la valeur intrinsèque des êtres vivants, des semences qui ne peuvent pas appartenir à Monsanto et qui ne peuvent pas faire l'objet de brevets. Et c'est vrai que nous continuons à nous battre parce que Monsanto considère que ces semences sont des objets, des machines, et nous avons pu vaincre Monsanto à plusieurs égards en Inde. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons penser la nature et la terre comme étant une planète au niveau Gaïa. Et c'est de là que les limites de la planète viennent. Il n'y a pas de séparation avec la nature. Et donc, on a l'intégrité de Gaïa comme un système intégré. Et c'est pour cela qu'on parle de Gaïa qui crée des systèmes. Ensuite, nous avons le niveau des écosystèmes et ensuite, nous avons le niveau des espèces. Mais ce sont tous des niveaux de la nature. Et donc, on ne devrait pas séparer la nature de ces limites de la planète. Donc, voilà simplement quelques commentaires au sujet de ces schémas. L'économie est présente aux trois niveaux et vous devez placer l'économie des entreprises à part. C'est le problème. Ensuite, autre problème, c'est les entreprises, les corporations. En fait, l'objectif, c'était de rassembler 300 personnes très cupides. Et finalement, ces corporations existent depuis des années, mais c'est une fiction. Et aux États-Unis, vous avez eu Citizens United. On a donné la liberté d'expression aux entreprises. Aux États-Unis, ils luttent pour la démocratie, pour défaire cette décision de Citizens United. Alors, j'en viens maintenant aux questions qui m'ont été posées. Vous savez, le droit constitutionnel de la nature sont reconnus en Bolivie, en Équateur. Ils ont vraiment été des pionniers en la matière. Dans notre pays, nous avons l'article 21 concernant la protection des droits humains et c'est de cette façon que l'on protège l'intégrité des écosystèmes parce que c'est essentiel pour la protection des droits de l'homme qui vivent dans ces écosystèmes. Alors, bien entendu, nous avons également eu des cas dans lesquels nous avons pu donner une personnalité à des éléments de la nature. Mais nous avons surtout le droit coutumier dans l'esprit des citoyens. Nous considérons tous que nous faisons partie de la même famille et je pense que c'est ce pouvoir qui va pouvoir mobiliser les gens pour protéger leurs fleuves, leurs rivières, leurs terres, leurs forêts. Et je pense que ce droit coutumier guide et oriente la civilisation
depuis le début de l'histoire. C'est quelque chose que nous devons renforcer et nous devons également tirer les enseignements du droit coutumier. C'est ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande, dans les cultures également autochtones. L'objectif est vraiment de reconnaître ce droit coutumier. Alors, en ce qui concerne l'agriculture et la forêt, je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose que nous avons construit. Nos forêts par le passé étaient des forêts communautaires. Les économies étaient basées sur l'agriculture. Évidemment, avec les combustibles fossiles, on a parlé de l'énergie, mais il y a un problème au niveau du paradigme. En tant que physicienne, j'ai étudié que l'énergie, c'est ce qui fait bouger les choses et ce qui fait fonctionner les choses. Ma main est en train de bouger. Mon énergie, c'est cette énergie. Et les plantes ont de l'énergie également lorsque on passe de la semence à la plante. Et donc, je pense qu'on peut se demander ce qu'est la vie. Et finalement, la vie, ce sont des systèmes vivants. Des systèmes mécaniques, par contre, augmentent l'entropie. Et ce sont ces systèmes vivants qui diminuent l'entropie. Et ce sont des questions énergétiques fondamentales qui ont été ignorées dans les débats autour de l'énergie. Et donc, les plantes ne sont pas reconnues et pourtant, les plantes sont un élément essentiel pour lutter contre le changement climatique. Et nous avons réduit l'énergie à une ressource que l'on peut consommer. L'énergie, c'est ce que j'utilise pour téléphoner. Non, l'énergie, c'est ce que j'utilise également pour être pour moi-même, pour être souple, pour avoir un corps qui peut bouger, pour jardiner. Tout cela, c'est de l'énergie. Donc, nous avons besoin d'un continuum. Et on a également voulu améliorer les forêts en Inde. On a également rédigé un livre sur l'agriculture. Et cet auteur nous montre qu'on a toujours essayé de cultiver sur les mêmes terres. Et pourtant, il faut appliquer la loi du retour. Nos fermes, nos agriculteurs doivent à nouveau intégrer la forêt. Et nous devons absolument lancer un nouvel apartheid écologique et lutter contre cet apartheid. Il faut vraiment que tout soit orienté sur la nature. Tout ce que nous faisons doit suivre les législations environnementales et respecter les limites écologiques et les limites de la planète. On ne peut pas effectivement avoir des émissions à 50% et avoir 50% de mesures pour lutter contre ces émissions. Ce ne serait pas juste en termes de justice, d'éthique. Alors bien entendu, la nature est essentielle pour l'agriculture, pour la pêche, pour l'énergie, pour la sylviculture également, pour les forêts. Mais nous ne pouvons pas dire que nous pouvons protéger la nature de cette façon. Nous faisons partie de la nature et comme nous faisons partie de la nature, nous faisons également partie de ce cycle nutritionnel et le recyclage nutritionnel, cela fait partie de nos devoirs. Nous extrayons de ces cycles d'énergie, de la nature, de l'eau et nous devenons des prédateurs sur la planète. Mais nous devons absolument changer les choses. Sinon, nous allons détruire notre santé et cette belle terre nourricière. Donc, comme je l'ai dit, c'est une façon, c'est un moment, le moment est venu de réfléchir. Et Marie, je pense effectivement que nous devons revenir à notre renaissance. Nous avons besoin d'une renaissance pour l'humanité et ne pas oublier et nous souvenir que nous faisons partie de la nature. Merci. Merci, Vandana. Peut-être tu sais qu'hier, la Commission a publié un document où on dit que les instruments financiers sont verts ou pas verts. Donc, ils ont fait une distinction. Et donc, ils ont aussi mentionné des solutions basées sur la nature et les critères sur lesquels ces solutions sont basées. Donc, c'est cela aussi, il faut poursuivre notre bataille. Et j'ai remarqué, Marie, que les ONG vraiment, qui ont toujours été disponibles pour ce système un
peu de discours écologique de façade ont quitté un peu ce domaine. Et ça, c'est important pour les droits de la terre, de notre terre nourricière. Non. Ce volume, comme vous voyez, l'économie de biodiversité parle de un peu de l'exploitation de la biodiversité comme value, comme profit de quelqu'un. Ce n'est pas de la taxonomie, ce n'est pas de la finance. Ça, c'est vraiment un niveau de base. C'est vraiment un tentative vraiment extraire vraiment ce qui reste de la nature et le transformer dans un système de production d'argent et de bénéfices. Et c'est important de respecter l'intégrité des systèmes, de la planète. Et je suis vraiment sûre que la Terre gagnera. Moi, je suis vraiment sûre, j'ai confiance en ça. C'est vraiment, ça promet tout ça et c'est vraiment une pensée positive. Ça, c'est une question. J'ai une question pour Richard avant de terminer notre commission. Le commissaire a parlé des sanctions pour les crimes environnementaux en reconnaissant donc une nouvelle catégorie de crimes, l'écocide, mais aussi des crimes contre l'environnement. Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avis sur ce sujet? Est-ce que tu penses que cela peut être utile ou au contraire que nous avons de toute façon besoin de l'écocide? Et après, nous passerons vraiment à la fin, à la conclusion de ce débat. Je ne te vois plus, Richard. Je suis là. Je crois que la reconnaissance de l'écocide au niveau international est un des instruments, mais l'avantage principal, c'est vraiment que les gens peuvent vraiment s'attacher au symbole. C'est vraiment symbolique pour les gens, pour le mouvement. Donc, je crois que nous avons vraiment besoin de l'écocide au sommet de la hiérarchie. Et concernant le fait d'être pragmatiste, mais on peut être aussi idéaliste en même temps. Moi aussi, j'étais comme ça dans le passé et je soutiens l'écocide parce que je crois que c'est une des façons meilleures, plus efficaces, c'est vraiment de créer le changement parce que c'est symbolique, parce que rassemble les gens autour d'une idée, d'un concept. Donc, nous pouvons créer un changement d'attitude à travers ce système plus facilement par rapport à des règlements qu'on peut adopter ou plusieurs règlements qu'on peut adopter au niveau des institutions. Merci, merci Richard. Je ne sais pas si nos intervenants veulent dire un mot avant de conclure, avant de terminer notre débat, notre conférence. Je peux poser d'autres questions, mais si vous voulez dire quelque chose, ou sinon, on peut terminer notre conférence ici. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants qui nous ont rejoints ce soir. Merci aux collègues du Parlement européen qui travaillent sur ces sujets et qui s'engagent vraiment pour la protection de la nature. Nous avons besoin de cette approche basée sur les droits de la nature et pour trouver des solutions pour lutter contre cet aspect d'exploitation financière de la nature. Et nous devons continuer donc aussi continuer à nous engager sur ce chemin dans cette lutte. Et je remercie Petro Kokalis qui est encore avec nous. Nous avons aussi des participants du mouvement socialiste et des nouveaux mouvements du PPE. Donc, il y a plusieurs députés qui veulent vraiment s'engager dans ce mouvement.
Et donc, cela, c'est vraiment une étape importante, une première étape importante dans cette direction. J'espère que vraiment, vous avez trouvé cette conférence intéressante. Nous sommes live sur Facebook et sur Zoom, mais vous retrouverez cette conférence comme les 5 autres conférences qu'on a déjà tenues sur YouTube. Donc, vous pouvez vous enregistrer au site, à mon site internet, où vous pouvez me contacter à mon adresse mail. Et nous pouvons continuer notre discussion dans les prochains mois. Nous essaierons de trouver aussi des façons de garder ce débat ouvert et vivant, de continuer ces échanges sur les droits de la nature. Et dans 3 semaines, nous aurons une réunion qui portera sur une relation qui a été faite qui demande la reconnaissance des droits de la nature, des droits de la nature en tant que tels. Parce que nous n'avons encore franchi toutes les étapes dont nous avons besoin et après, nous nous occuperons aussi de la directive sur la reconnaissance des crimes contre l'environnement d'ici la fin d'année. Et donc, ce sera vraiment une lutte dans laquelle nous nous engageons. Et merci encore une fois à vous tous. Je veux remercier les interprètes qui nous ont accompagnés depuis le début et Marielle, et je vous remercie. Et mon équipe aussi, et Philippine, qui s'est occupée de l'organisation de ces événements. Donc, merci beaucoup. Et vraiment, je me réjouis de continuer ce débat avec vous.